Bonjour, merci de vous installer, merci. Monsieur le ministre d'État chargé du plan et du développement, Monsieur le ministre des Affaires étrangères et de la coopération, Monsieur le conseiller spécial du chef de l'État, Mesdames et Messieurs, les chefs de missions diplomatiques et consulaires, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations internationales accréditées au Bénin, honorables invités, Mesdames, Messieurs, bonjour. Bonjour et bienvenue à la traditionnelle rencontre, je dirais plus précisément, la 6e rencontre du ministre des Affaires étrangères et de la coopération avec le corps diplomatique accrédité au Bénin. Vous en avez l'habitude et vous savez très certainement que quand de pareilles circonstances, l'opportunité est offerte à chacune des parties ici présentes de communiquer autour d'un sujet de grand intérêt pour la communauté diplomatique, mais également pour le gouvernement béninois, mais également d'échanger autour du sujet, de l'approfondir pour se l'approprier. Alors, l'objectif de la présente rencontre, la 6e rencontre, est de vous entretenir sur la diplomatie économique et de développement du Bénin, dans le contexte de la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement du Bénin révélé. Et pour en savoir plus, nous aurons droit ce matin à 3 communications. La première, celle du ministre des Affaires étrangères et de la coopération, M. Aurélien Agbenonsi. Il nous parlera de l'apport de la diplomatie économique dans la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement. Nous aurons également pour appuyer cette communication une deuxième, celle du ministre d'État chargé du plan et du développement, M. Abdoulaye Bio-Tchané. Il nous parlera de la stratégie de développement et de mobilisation des ressources. Et enfin, nous aurons également ce matin la 3e communication, celle du conseiller spécial du chef de l'État. Il est également le coordonnateur du bureau d'analyse et d'investigation. Lui, c'est bien sûr M. Johannes Dagnon. Il nous parlera des différents outils mis en place pour la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement. Il parlera également du rôle de son bureau et des leçons apprises après 6 mois de mise en œuvre du programme d'action du gouvernement. Je voudrais rassurer les uns et les autres qu'au terme de ces différentes communications, il y aura bel et bien une séance de questions-réponses. Donc, vos interrogations, vos préoccupations sont vivement attendues pour être prises en compte. Et à la fin de cette séance, un vernissage vous est offert par le ministre et ses collaborateurs. Il sera suivi d'un cocktail. Voilà ainsi présenté le déroulé de cette séance d'échange. Je voudrais prier chacun ici à faire preuve d'élégance parce que je vois les communicateurs, je vous vois également, vous êtes tous élégants, toutes élégantes et je voudrais compter sur cette élégance et vous prier d'éviter les sonneries de téléphone ou tout déplacement qui pourrait perturber le cours de cette séance de travail. Merci encore d'être là et je souhaite à chacun, à tous, une fructueuse rencontre. Nous allons commencer tout à l'heure avec la communication du ministre des Affaires étrangères et de la coopération. Mais avant, je voudrais me faire le porte-voix du ministre pour reconnaître dans la salle des ambassadeurs parce que depuis la dernière rencontre avec le ministre des Affaires étrangères et de la
coopération. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées, notamment des ambassadeurs qui ont présenté leur lettre de créance. C'était le 3 mars dernier. Nous allons les reconnaître dans la salle au fur et à mesure que je vais les désigner. Et à la fin, nous allons les applaudir et les féliciter tous ensemble. Je salue et je félicite son Excellence, Monsieur Saleh Assad Salah Fied, je ne sais pas s'il est dans la salle, ambassadeur de la Palestine près le Bénin. Son Excellence, Monsieur Vincent le Pape. S'ils sont dans la salle, je vais les inviter à se mettre debout. Son Excellence, Monsieur Vincent le Pape, il est ambassadeur du Canada près le Bénin. Son Excellence, Madame Lula Nesbi Tawiya, ambassadeur du Royaume du Danemark près le Bénin. Son Excellence, Monsieur Mohamed Maïga, ambassadeur du Mali près le Bénin. Son Excellence, Monsieur Jens Peter Jenprut, ambassadeur du Royaume de Norvège près le Bénin, son Excellence Madame Adja Afsatou Kaba, ambassadeur de la Sierra Leone près le Bénin, son Excellence Monsieur Ibrahim Bouchra Mohamed Ali, ambassadeur du Soudan près le Bénin, son Excellence Monsieur Valérie Alexandrouk, ambassadeur d'Ukraine près le Bénin, son Excellence Monsieur Kok Thuitron, ambassadeur du Vietnam près le Bénin. Ils sont 11 au total, je le souligne. Son Excellence, Monsieur José Haddad Capot, ambassadeur de Cuba près le Bénin. Et son Excellence, Monsieur Rachid Gibi, ambassadeur du Royaume du Maroc près le Bénin. Est-ce qu'on peut les applaudir? Merci, messieurs. Merci, mesdames les ambassadeurs. Je crois qu'il y a une voix beaucoup plus autorisée encore pour vous féliciter, pour vous saluer pour ce pas qui a été posé. C'est bien la voix de Monsieur le ministre des Affaires étrangères et de la coopération, Monsieur Aurélien Agbenonsi, que je vais inviter sans plus attendre pour sa communication. Je rappelle qu'il nous parlera de l'apport de la diplomatie économique dans la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement. Messieurs les communicateurs, je voudrais compter également sur votre élégance par rapport au respect du temps qui a été imparti à chacune de vos communications. Je veux préciser 15 minutes. À 5 minutes, je vous ferai signe. Et à la fin des 15 minutes, je vous montrerai un petit papier sur lequel est inscrit le mot « Merci ». Voilà. Merci. Monsieur le ministre des Affaires étrangères et de la coopération, s'il vous plaît, honorables invités, mesdames, messieurs. Je suis plus à l'aise lorsque je parle de mots, c'est pour cela que je ne reste pas dans mon fauteuil confortable. Excellence, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, Mesdames, Messieurs les chefs de mission diplomatique, chefs de coopération, Mesdames, Messieurs les consuls accrédités auprès de notre pays, Mesdames, Messieurs les hauts fonctionnaires du ministère des Affaires étrangères, mes chers collaborateurs, je voudrais, au nom de nous tous, puisque tous ceux que je viens d'appeler font partie de ce que j'appelle la famille diplomatique au sens large, qu'elle soit béninoise ou étrangère. Je voudrais en votre nom souhaiter la bienvenue au ministre d'État, Monsieur le ministre d'État chargé du plan de développement, le ministre Abdoulaye Bio-Tchané, qui fait cet exercice avec nous pour la première fois, malgré un agenda qui est assez chargé, et souhaiter la bienvenue au conseil spécial du chef de l'État, M. Johannes Dayon, qui lui aussi fait cet exercice avec nous pour la première fois. Je suis très heureux de les accueillir et de leur dire le plaisir qui est le mien, celui de mes collaborateurs, mais aussi certainement le plaisir de la famille diplomatique, de les accueillir ici. Je ne vais pas être long, parce que je voudrais que les voix que vous n'attendiez pas habituellement soient celles qui s'expriment un peu plus longuement aujourd'hui. Donc, je vais dire à Madame que dans le contrat d'élégance qu'elle essaie de passer avec nous depuis ce matin, je ferai en sorte de passer 5 de mes minutes à probablement l'une des personnalités. Je pense que connaissant l'articulation des outils qui sont mis en place, ce serait bien que je laisse le conseil spécial hériter de ces minutes que je vais laisser.
Je voudrais vous dire, mesdames, messieurs les ambassadeurs, que vous avoir dans cette maison obéit, c'est à une tradition, mais c'est aussi un plaisir. C'est un plaisir et lorsque vous ne communiquez pas vous-même, lorsque vous ne dites pas ce que vous faites, d'autres disent d'autres choses à votre place. Donc, je voudrais dire que c'est pour répondre à cela. Il y a aussi un déficit d'information que les ambassadeurs ont exprimé dès l'avènement de notre gouvernement, que j'ai institué ici la tradition d'abord de l'ouverture de la clôture de l'année diplomatique. Nous allons la clôturer certainement après le sommet de l'Union africaine qui a lieu au mois de juillet, mais que j'ai institué aussi ce briefing qui a lieu tous les 2 mois, tous les 3 mois pour vous tenir au courant de ce que nous faisons. L'énoncé tout à l'heure des ambassadeurs était important aussi pour les accueillir dans la famille. Sur les 11 qui sont cités, il n'y en a que 2 qui sont résidents. Donc l'ambassadeur Capote qui est là, qui est dans la salle, et l'ambassadeur du Maroc qui est aussi là. Les autres, généralement, résident à Abuja, ou certains, il y en a même un à Rabat, celui du Vietnam. Et donc, ils essaient de venir quand cela est possible, mais la fin du semestre correspond au départ de certains en congé. Et donc, je voulais saluer, féliciter encore une fois les nouveaux ambassadeurs qui nous ont rejoints. Je me félicite de la qualité de la relation entre nos pays et du fait qu'ensemble, nous essayons de contribuer à la consolidation de la paix et du développement dans le monde. Je voudrais aussi dire que l'on se pose souvent la question de dire mais quelle est la pertinence de certaines postures de notre diplomatie, quel est le bien fondé de certains déplacements, pourquoi est-ce que nous essayons de recentrer notre action diplomatique, et tout ceci peut conduire, peut désorienter ou conforter certaines personnes. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas ceux qui sont confortés, ce qui m'intéresse, c'est ceux qui sont parfois désorientés. Et c'est un peu pour eux aussi que nous essayons de répondre. Et je crois qu'il est important de savoir que le programme d'action du gouvernement est un programme très ambitieux. Je rencontrais des jeunes hier avec 4 de mes collègues ministres dans la commune de Grand Popo, et nous leur disions, vous avez un gouvernement qui n'est pas prétentieux, mais c'est un gouvernement qui est ambitieux. Nous ne sommes pas prétentieux, mais nous sommes ambitieux. Ambitieux parce que nous pensons développer notre pays, nous pensons offrir un choix plus varié à nos compatriotes. Nous voulons jouer notre partie. C'est là que nous n'avons aucun complexe dans l'action internationale, nous n'avons aucun complexe dans ce que nous faisons, mais nous disons aussi que nous n'avons pas la science infuse. C'est pour cela que nous disons que nous ne sommes pas prétentieux. Cela dit, il est important que si l'on veut financer le programme d'action du gouvernement, dont vous connaissez les montants, et le ministre que nous puissions donner des signaux positifs, en direction des investisseurs, en direction des partenaires. Nous devons mobiliser des ressources. Nous devons faire en sorte que ceux qui ont le désir d'avancer, d'organiser les choses avec nous, ceux qui ont envie de rentrer dans un partenariat actif avec nous, soient informés, soient suffisamment informés et surtout soient rassurés de ce que nous faisons. Je pense que les investisseurs, en suivant la posture d'une diplomatie, ont besoin de signaux qui, pour eux, sont porteurs d'informations, informations qui, comme vous le savez, sont des outils précieux de prise de décision. C'est pour nous une priorité donc d'accompagner, d'être l'outil que le gouvernement utilise dans notre rapport à l'autre, dans notre rencontre avec les autres. Et comme dit le président Patrice Talon, la diplomatie de la redingote, c'est bien. Mais celle que nous voulons, c'est une diplomatie qui nous permet de conquérir de nouveaux horizons, qui nous permet d'avoir de nouveaux amis, de garder ceux qui sont déjà nos amis, mais de conquérir aussi de nouveaux amis. Parce qu'il ne faut pas fatiguer les mêmes. Il faut pouvoir faire une convergence de ressources, une convergence d'intelligence pour pouvoir booster l'action de développement. Lorsqu'on a un programme d'action du gouvernement qui prévoit la mobilisation de près de 9 000 milliards de nos francs, il faut sortir, il faut bouger, il faut aller un peu partout pour être sûr que les choses se passent. Mais la diplomatie économique du président de la République, je voudrais le dire parce qu'il est important de définir un peu notre thématique, elle ne peut être correctement appréhendée que si l'on se souvient, que si l'on se remémore
les problèmes auxquels nous avons été confrontés si l'on tient compte du bilan que nous avons trouvé. Rassurez-vous, l'objet pour moi n'est pas de refaire le bilan. On l'a déjà fait. Et nous avons commencé notre deuxième année. Mais le rappel, c'est de dire qu'il y a un constat immédiat. Ce constat dit qu'une croissance économique insuffisante pour venir à bout de la pauvreté est nécessairement un facteur qui ne favorise pas un développement, qui ne favorise pas la mise en œuvre d'un programme ambitieux. Et cette croissance économique, si elle est insuffisante, elle va conduire beaucoup plus au déclassement du pays. La deuxième chose, le premier niveau d'analyse est donc celui-là. Le deuxième niveau d'analyse, c'est le défi stratégique. Il faut jeter les bases d'une croissance durable pour une économie moderne, active, attractive, pour une prospérité partagée. C'est un peu ça notre ambition, c'est ce que nous avons voulu faire. Et en nous organisant, en étant présents, comme cela a été le cas récemment, à Riyad, lorsque les pays membres de l'OCI ont été invités par l'Arabie saoudite pour échanger sur des thématiques qui nous sont communes, mais aussi pour rencontrer le président des États-Unis, votre président. C'est pour aussi voir comment est-ce que ce groupe-là, dans une dynamique nouvelle, se repositionne et remet à jour les priorités de nos espaces. Lorsque nous allons au Kenya pour participer d'abord à une visite officielle, en répondant à une invitation du président Uhuru Kenyatta, c'est que nous pensons que l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique de l'Est ne se parlent pas. Or, il y a d'énormes potentialités de part et d'autre. Le commerce intra-africain ne fonctionne pas. Et ce n'est pas en le proclamant, ce n'est pas en le disant, ce n'est pas en faisant des papiers qu'on va le faire. Il faut aller. Il faut que les capitaines des équipes, les chefs d'État se rencontrent pour dire qu'est-ce que je peux prendre comme homme d'affaires au Kenya pour venir travailler avec des hommes d'affaires au Bénin. Quels sont les horizons qu'on peut ouvrir à des hommes d'affaires du Bénin vers le Kenya? Un spécialiste de BTP du Kenya peut venir travailler ici. Un spécialiste de l'agriculture du Bénin peut aller au Kenya. C'est un peu ça ce que nous faisons. Deuxièmement, lorsqu'au cours de cette visite, nous participons à l'assemblée annuelle de l'Agence pour l'assurance du commerce en Afrique, c'est dire aussi qu'il existe des outils qu'on n'utilise pas suffisamment et qui peuvent aider. C'est quand même un succès de notre diplomatie que de commencer par abriter des sièges régionaux et pourquoi pas dans quelques semaines des sièges qui sont peut-être, dans quelques mois des sièges qui seront peut-être mondiaux. Ensuite, nous avons participé, le ministre d'État et moi-même, au 15e forum sur les marchés émergents en Côte d'Ivoire. Là aussi, c'est un débat important. Là aussi, c'est des enjeux importants qui sont échangés et ce type de rencontre nous permet de rencontrer des personnalités qui se déplacent en Afrique en ce moment. Monsieur l'ambassadeur de Chine, c'est là que j'ai revu votre vice-ministre du Commerce, avec qui j'avais co-présidé la commission mixte entre le Bénin et la Chine, qui ne s'était pas réunie depuis près de 17 ans, voyez-vous. Donc, c'est une chose intéressante. Ce que nous faisons aussi, c'est d'attirer d'autres institutions. J'ai eu plaisir à signer, au nom du président de la République, avec la Banque africaine de développement, un accord d'établissement d'un bureau ici. Il n'est pas normal que celui qui va gérer, accompagner les programmes entre le Bénin et la Banque africaine de développement soit seulement à Lomé. Vous savez, on est toujours influencé par l'endroit où on vit. C'est pour cela que nous avons négocié, obtenu et signé avec nos amis de la BAD la possibilité d'être ici. Et le chef de l'État, lorsqu'il se rend, il quitte l'Arabie saoudite, pique directement vers Ahmedabad, en Inde. Il participe à l'assemblée annuelle du groupe de la Banque africaine de développement. Il rencontre d'autres chefs d'État. Et il profite pour faire une rencontre bilatérale avec le Premier ministre indien. L'Inde fait des progrès extraordinaires et il faut s'en inspirer. Et donc je voudrais vous dire que c'est cela aussi la diplomatie économique. J'aurais pu aller un peu plus loin, mais je veux rester dans la limite du temps et pouvoir donner un peu de mon temps au conseiller spécial ou au ministre d'État. Donc je vais m'arrêter là parce que dans vos échanges, dans vos questions, il est clair que vous allez pouvoir poser des questions auxquelles je répondrai. Mais j'en aurais terminé si, pour illustrer cette diplomatie économique, je ne vous disais pas que nous avons aussi décidé de changer la posture de notre diplomatie, d'avoir des métiers nouveaux. On ne peut pas, lorsque dans le monde, les gens n'achètent que de la pâtisserie, dire non, nous ne faisons que de la menuiserie. Vous allez être hors du jeu. Donc nous avons décidé de créer des missions commerciales. Nous en avons créé déjà 3. Une à Riyad. Elle est déjà opérationnelle, puisque le chef de la mission commerciale est déjà en place, et nous l'avons vu, et il est déjà à l'œuvre. Nous en avons créé une autre
à Shenzhen, puisque nos amis de l'État de la province du Guangdong nous ont proposé l'année dernière d'établir un bureau commercial pour ouvrir les horizons aux Béninois, mais pour organiser aussi l'arrivée des entreprises chinoises vers chez nous. Donc nous avons décidé de nommer également un chef de mission commerciale à Shenzhen, en Chine. Et enfin, Bruxelles. Bruxelles, c'est une place importante. Je vois l'ambassadeur chef de la délégation européenne ici. L'Europe se conjugue à Bruxelles. Quels que soient ses soubresauts, quel que soit le Brexit et d'autres hits dont je ne veux pas parler ici, c'est à Bruxelles que l'Europe se conjugue. Nous avons décidé aussi de nommer un chef de mission commerciale à Bruxelles qui, à côté de l'ambassadeur, va travailler pour attirer vers nous des partenaires commerciaux. Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, chers amis, je vais m'arrêter là pour vous dire que notre diplomatie se veut une diplomatie d'innovation. C'est une diplomatie de changement. C'est vrai, cela ne se passe pas sans difficulté. Mais ces difficultés, nous sommes déterminés à les surmonter et à aller à bout. Les attentes sont nombreuses, les progrès sont là, mais beaucoup reste à faire. Je crois que les diplomates sont prêts à relever ce défi. Je voudrais, en votre présence, féliciter mon équipe, féliciter ceux de mes collaborateurs qui comprennent le sens de la direction, pour leur dire que j'apprécie le travail qu'ils font, et envoyer aussi un signal vers ceux qui sont enfermés dans le traditionnalisme. Tout changement a besoin de résistance, mais ces résistances-là, il faut venir à bout dans le dialogue républicain. Mesdames, Messieurs, je vous remercie. On comprend que la diplomatie économique est d'une grande importance dans le processus de mise en œuvre du programme d'action du gouvernement. Mais quelle stratégie de développement et de mobilisation des ressources mettre en place pour réussir à cet exercice? C'est ce que nous allons savoir à présent avec notre prochain communicateur qu'on ne présente plus. Il est un banquier, un économiste. Il a eu des responsabilités, beaucoup de responsabilités sur le plan international, notamment président de la BOAD, directeur Afrique du Fonds monétaire international à Washington. Mais actuellement, il est notre ministre d'État chargé du plan et du développement. Monsieur Abdoulaye Bio Tchane, s'il vous plaît. Merci, madame. Merci pour vos gentils mots. Je voudrais vous dire que je n'accéderai pas les 15 minutes. Monsieur le ministre des Affaires étrangères, Monsieur le conseiller spécial du chef de l'État, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, Mesdames, Messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers, Mesdames, Messieurs les diplomates béninois, Mesdames, Messieurs, chers invités. Je voudrais ici, avant toute chose, remercier le ministre des Affaires étrangères pour son invitation. J'espère que je serai à la 12e. Aujourd'hui, c'est la 6e manifestation. Donc, je veux prendre date pour ce cycle-là et vous dire combien nous sommes fiers du travail qui est fait par la communauté des diplomates béninois, ce que vous venez de rappeler, parce que nous avons effectivement besoin d'une diplomatie de développement. Nous ne pouvons pas nous permettre le luxe, comme le dit le chef de l'État, de la diplomatie de la redingote. Et pour faire cette diplomatie, nous devons nous mettre au goût du jour, nous devons mettre au goût du jour un certain nombre de pratiques que vous présentez de manière excellente à vos collaborateurs. Mesdames, Messieurs les diplomates et partenaires financiers, je voudrais vous adresser avant toute chose également la gratitude de notre président de la République et de l'ensemble de notre gouvernement pour les efforts qui sont faits pour accompagner le Bénin dans notre processus de développement. Avec les diplomates, nous avons eu une rencontre au mois de mars au PNUD pour décliner déjà le PAG et discuter un peu du financement et de la mobilisation des ressources autour de ce programme.
j'avais eu à cette occasion à informer des initiatives que nous avons prises pour doter notre gouvernement d'une feuille de route de planification. Je veux rappeler d'abord le PAG et ce que nous faisons dans la mobilisation des ressources, mais surtout je veux parler ce matin de ce processus de planification. Parce que je le dis souvent, Madame l'ambassadeur, if you fail to plan, you plan to fail. Et le ministre l'a rappelé tout à l'heure, nous avons de grandes ambitions. Et cette ambition surtout de réussir la transformation économique de notre pays, de réussir le développement de notre pays. Nous ne voulons plus voir la croissance économique avec des chiffres mirobolants et en même temps continuer d'enregistrer une croissance de la pauvreté dans notre pays. C'est cela aussi le programme d'action du gouvernement. Le ministre l'a rappelé, c'est plus de 9 000 milliards d'investissements. Mais aussi, de l'autre côté, c'est le choix délibéré de recourir d'abord et avant tout au secteur privé pour le financement de ces investissements. Et je rappelle, nous avons plus de 60% de financement qui vient du secteur privé. Et donc, la différence vient de notre action sur le marché financier régional, mais aussi et surtout vis-à-vis de nos partenaires financiers. Et pour le faire, nous avons, le chef de l'État a mis en place une structure de mobilisation de ressources, une équipe qui est composée essentiellement du ministre des Affaires étrangères qui est là, du conseiller spécial qui est là, du secrétaire général à la présidence et du ministre des Finances, de l'économie et des finances. Bien sûr, je suis aussi membre de cette équipe-là qui est chargée d'avoir une stratégie, mais aussi de dérouler cette stratégie-là et vis-à-vis de nos partenaires que vous êtes pour l'essentiel, mais aussi vis-à-vis du marché où nous allons lever des ressources. Voilà pour ce qui est de la mobilisation des ressources et je peux vous dire qu'aujourd'hui, nous avons fait d'énormes progrès, notamment sur les projets phares les plus emblématiques autour desquels nous avons concentré l'essentiel des actions, mais nous avons continué de travailler sur les autres projets, ce que nous appelons les projets prioritaires. Je suis heureux de vous dire, par exemple, que sur le programme, par exemple, de l'eau, qui coûte environ 900 millions de dollars, nous avons pratiquement bouclé le financement de ce projet. Évidemment, les objectifs de ce projet sont si importants que tout le monde a envie de nous soutenir. Nous voulons en effet, à l'horizon 2021, donner accès à l'eau potable à tous nos compatriotes. En 2021, nous voulons que tous les Béninois, partout où ils vivent, du nord au sud, de l'est à l'ouest, puissent avoir accès à l'eau potable. Et je veux remercier nos amis des Pays-Bas, la Banque mondiale surtout, l'Allemagne et tous les autres partenaires qui participent aujourd'hui à ce financement et qui nous permettent de dire qu'à cette date, nous avons pratiquement bouclé le financement de ce programme. Un deuxième programme, c'est le programme de tourisme, qui avance aussi bien, même s'il n'est pas totalement bouclé. Il y a d'importants chantiers de ce programme qui sont suffisamment couverts. La Pendiari, par exemple, la rénovation de la Pendiari, le parc de la Pendiari, sur lequel beaucoup d'entre vous ici ont travaillé. Avec le recrutement et le contrat que nous avons signé avec African Park, nous avons aujourd'hui littéralement bouclé le financement de la rénovation de ce parc. De même, Ganvier, un autre projet de ce programme, l'assainissement de Ganvier,
je remercie tous ceux qui, la semaine dernière déjà, ont donné leur engagement à participer à cette rénovation qui me permet de dire que nous avons là aussi pratiquement bouclé le financement. Mais il reste beaucoup de travail et je veux vous dire que l'approche que nous avons prise, qui est de prendre les projets et les programmes un à un et d'organiser autour de ces projets et de ces programmes le financement, est l'approche la plus pertinente. Nous voulons aller vite et nous voulons avoir du succès. Donc nous n'avons pas beaucoup de temps à faire des réunions qui ont pour l'essentiel, qu'on appelle pour objectif, de faire de la présentation. Nous voulons de la présentation, mais aussi de la substance. Donc voilà pour le programme et certains des projets. Voilà où nous en sommes. Nous continuons. Mais nous avons besoin aussi d'ancrer tout cet exercice-là dans une planification à moyen et à long terme. Nous avons besoin d'inscrire ce travail-là dans un agenda régional, l'agenda africain. Nous avons besoin, enfin, de l'inscrire dans l'agenda international des ODD. Et je veux vous dire et affirmer de la façon la plus forte que tout cet exercice-là se fait autour du programme d'activation du gouvernement. Nous regardons comment cette planification à moyen et long terme s'organise autour du programme d'action du gouvernement, autour des projets que nous avons décidé de faire pour réussir la transformation économique et sociale de notre pays. Nous avons commencé, je l'ai dit, avec le PAG, mais nous poursuivons aujourd'hui avec la mise en œuvre du PND, le Plan national de développement. Je vous l'ai présenté la fois dernière, je le redis, nous avons besoin de projeter notre pays sur un horizon plus lointain. 2021, c'est le PAG. Mais après 2021, il y a un horizon et les actions que nous entreprenons aujourd'hui à l'intérieur du PAG, certaines ne seront pas terminées. Et nous avons besoin surtout de nous assurer que la courbe de croissance dans laquelle nous inscrivons notre pays va se poursuivre après 2021. Et pour cela, nous devons mettre en œuvre cet exercice-là. Donc, commencer par le PND et décliner le PND en plusieurs tranches. La première des tranches, c'est 2017, 2016, 2021, sur laquelle nous avons longuement discuté. Vous avez la courbe de croissance. Nous voulons engager une courbe de croissance forte, mais aussi une courbe de croissance qui permette à notre pays de réduire substantiellement la pauvreté, mais aussi de créer des opportunités d'emploi pour nos compatriotes, notamment les plus jeunes. Nous l'avons dit plusieurs fois, nous voulons créer 500 000 emplois dans les années à venir. Et à tous ceux qui sont impatients, et je le sais, qu'il y en a beaucoup, la mise en œuvre de ce projet, de ces différents programmes, va nous permettre de dégager ces emplois dont je vous parle. Il y a une question qui est souvent revenue avec nos partenaires, c'est comment nous réconcilions le PAG et les ODD. Nous avons organisé cet exercice d'alignement du PAG sur les ODD. Et aujourd'hui, je peux vous dire que nous avons des ODD, nous avons 49 priorités qui sont déjà inscrites dans le PAG. Et nous regardons comment évoluer vers les autres priorités. De la même manière, nous avons organisé l'alignement du PAG sur l'objectif régional 2063 de l'Union africaine. C'est important parce que le ministre l'a rappelé tout à l'heure, nous voulons être parmi les Africains. Et nous voulons être parmi les plus actifs des Africains. Et par conséquent, nous internalisons les objectifs continentaux qui ont été arrêtés. La deuxième question qui est souvent revenue dans cet exercice de planification, c'est comment nous réconcilions le PND et la stratégie de croissance et de réduction de la pauvreté.
cette réconciliation est absolument faite. Les deux instruments, les deux outils de planification ne couvrent pas la même période, mais ils s'intègrent l'un à l'autre. Aujourd'hui, je peux vous dire de la manière la plus ferme que la stratégie de la croissance est incorporée dans le PND et que cette stratégie fait partie d'un des éléments majeurs de la première tranche d'exécution du PND. Donc, voilà les principales questions qui se posent autour et du PAG et de l'exercice de planification. Je vais conclure ma présentation en vous remerciant encore une fois de tous les appuis que vous nous apportez et dans cet exercice de planification et surtout dans la mise en œuvre de notre PAG. Je voudrais vous dire que nous voulons optimiser cet exercice-là. Sur le PND, nous avons aujourd'hui l'appui du PNUD que je veux remercier. C'est un appui substantiel. Je veux leur dire qu'ils sont nos partenaires et nous voulons qu'ils le restent. Et je veux dire à tous les autres avec lesquels nous travaillons, par exemple sur le dividende démographique, par exemple sur d'autres aspects structurels, la santé, l'éducation, que nous allons les inclure dans cet exercice de planification et optimiser la mise en œuvre du PAG par cet instrument. Je vais conclure finalement en rappelant effectivement que cet exercice est au cœur de la mise en œuvre du PAG. Parce que si nous ne planifions pas, nous sommes littéralement sûrs que ou bien nous n'arriverons pas à nos résultats, ou bien nous y arriverons par hasard. Mais nous voulons être sûrs que le PAG nous permettra de créer des emplois, nous permettra de réduire substantiellement la pauvreté et de donner des perspectives à nos compatriotes. Et cela sera possible essentiellement parce que nous aurons réussi cette transformation économique qui est si importante pour notre pays. Et cette transformation qui va nous permettre justement d'avoir des gains aussi bien dans le développement économique et social de notre pays, que dans la perspective de donner des opportunités à nos compatriotes et en particulier aux plus jeunes. Je vous remercie. Merci, madame. Merci, monsieur le ministre. Il a été très élégant. 15 minutes très exactement. Merci de l'applaudir encore, s'il vous plaît. Le ministre d'État, bien sûr, le ministre d'État. Merci, monsieur le ministre. Nous allons suivre notre troisième communication. Cette fois-ci, il s'agira d'en savoir un peu plus sur ces différents outils qui doivent être mis en place pour la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement. Et celui qui va nous en parler, il est économiste, spécialiste des questions d'audit. Il a fondé, il a dirigé une grande institution d'audit et de contrôle. Il a été aussi conseiller financier auprès de plusieurs institutions. Aujourd'hui, il est le conseiller spécial du chef de l'État et il assure la coordination du bureau d'analyse et d'investigation cheville ouvrière de la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement. Merci de recevoir à ce lutrin, comme vous savez si bien le faire, le conseiller spécial Johannes Dagnon. Merci. Bonjour à tous. Monsieur le ministre d'État, Monsieur le ministre des Affaires étrangères, Excellences, Messieurs les ambassadeurs, les consuls et tous les invités en vos grades et qualités. Je voudrais avant toute chose remercier le ministre des Affaires étrangères de nous donner l'occasion de montrer l'une des faces du gouvernement, c'est-à-dire le bureau d'analyse et d'investigation qui accompagne la mise en œuvre des actions du gouvernement.
C'est une occasion pour nous de décrire ce qui se fait et comment ça se fait. Et également remercier tous les partenaires au développement qui n'ont cessé de nous accompagner dans la mise en œuvre de ce programme-là. J'ai structuré mon intervention en 4 points. D'abord, vous faire un rappel du cadre de mise en œuvre et de suivi du PAG, la contribution du BAI et quelques réformes du climat des affaires. Le ministre d'État vient de vous dire que nous comptons essentiellement sur l'appui du secteur privé, mais pour y arriver, il faut réformer notre économie. Et ces réformes-là sont au cœur de toutes les actions menées par le gouvernement. Ensuite, un dernier point peut-être plus détaillé sur la mise en œuvre des projets phares du gouvernement. Le programme d'action du gouvernement, le ministre d'État l'a si bien expliqué déjà, je ne vais pas revenir dessus. L'objectif, c'est de relancer de manière durable le développement économique de notre pays. Et l'ensemble des interventions permettra de doubler le taux d'investissement, essentiellement du secteur privé. On envisage un taux de croissance de 6,5%. On n'a pas annoncé de taux à 2 chiffres. L'essentiel, c'est d'avoir un trend assez satisfaisant. Et on a mis en place une stratégie de mobilisation de financement qui compte énormément sur le secteur privé. Le financement mobilisé notamment par le secteur privé est de l'ordre de 7 000 milliards. Vous savez que la mise en œuvre du PAG est un défi majeur, compte tenu de l'environnement, du contexte dans lequel nous nous situons. Et pour y arriver, le gouvernement a mis en place un certain nombre d'outils. Ces outils, contrairement à ce que vous disiez tout à l'heure, ces outils sont déjà en place. Ce n'est pas des outils à mettre en œuvre. Ces outils seront renforcés au fur et à mesure des difficultés ou des constats que nous ferons sur le terrain. Actuellement, il y a 4 structures qui sont chargées de la mise en œuvre du PAG. Il y a d'abord le comité de suivi des projets phares. Son rôle, c'est d'appuyer les structures d'exécution dans l'établissement et la mise en œuvre des projets phares du gouvernement et d'appuyer la recherche et la mobilisation de financement. Cette structure est présidée par le chef de l'État lui-même, dans lequel on trouve la plupart des ministres qui ont en charge des projets phares et le BAI. Ensuite, il y a le comité de suivi des projets prioritaires et des autres projets. Parce qu'en dehors des projets prioritaires, il y a un ensemble de projets qui concourent au mieux-être de la population, qui existent toujours. Donc les projets phares, vous les savez déjà, des projets à dominante économique, à leur étude de rentabilité. Il y a des projets prioritaires qui existent et d'autres projets qui concourent toujours à offrir les meilleurs services aux populations. Ce comité-là, qui existait déjà, parce que vous savez que les projets se relèvent de la compétence ou des attributions du ministère du Plan. Donc c'est le ministère du Plan qui continue de coordonner la mise en œuvre de ces projets-là, donc il fait la supervision et examine les plans de travail en relation avec les ministères sectoriels. Ensuite, pour garantir la mise en œuvre de ces programmes-là, il y a des unités présidentielles du suivi des projets. Ces personnes-là ne sont chargées que du suivi de la mise en œuvre des plans de travail. Dès que les plans de travail sont arrêtés, ils font le monitoring. Ils s'assurent que si on a décidé de réaliser telle étude à telle date, qu'on l'a réalisé. Si on ne l'a pas réalisé, ils étudient les causes et recherchent ensemble avec les opérateurs les moyens pour y arriver. Et le dernier comité dont le ministre d'État a parlé, c'est le comité de coordination des relations avec les partenaires publics et privés. L'objet, c'est de coordonner l'ensemble des interactions des différents opérateurs, partenaires, pour éviter qu'il y ait des interférences ou plutôt des incohérences. Parce qu'on s'avère que, on note que les requêtes peuvent être envoyées par tous les ministères, il n'y a pas une coordination, il n'y a pas un suivi, il n'y a pas souvent des réponses. Il faut assurer une mobilisation effective des ressources, et faciliter les relations avec les partenaires et faciliter surtout le partenariat avec le secteur privé. Dans ce comité, comme l'a dit le ministre d'État, il y a 5 membres. Je ne vais pas revenir dessus. Mais vous avez vu constater que partout dans ces 4 structures, le BAI apparaît comme, je dirais, l'instrument ou l'outil de mise en œuvre de fonctionnement de ces comités-là. Comme on l'avait déjà dit, le BAI, c'est un pôle de compétences au service du gouvernement. Il est là pour appuyer les structures techniques en charge de la mise en œuvre des réformes et des programmes d'action du gouvernement.
il collecte des informations pour faciliter la prise de décision. Le gouvernement a mis en place des agents d'exécution pour faciliter ou accélérer la mise en œuvre de son programme. Ces agents d'exécution fonctionnent en synergie, en tandem avec les ministères sectoriels, et le BAI est au cœur de ce dispositif-là pour appuyer ces trois structures, la présidence de la République, les agents d'exécution et les ministères sectoriels dans la mise en œuvre de ces programmes. Donc le BAI accompagne le gouvernement dans la mise en œuvre de son programme. Et donc il contribue à faciliter, voire accélérer la mise en œuvre du PAG et à assurer la bonne gouvernance de la gestion des biens publics. C'est un élément très très important dans la crédibilité que le gouvernement veut asseoir pour faciliter la mobilisation des ressources. Donc le BAI se trouve au cœur du dispositif, installé à la présidence, rattaché au président de la République, mais travaille pour l'ensemble des membres du gouvernement et le président de la République lui-même. Le président de la République n'a pas de conseillers techniques qui lui sont propres. Les ministères ont leurs conseillers, mais toutes les actions du gouvernement sont faites à travers l'appui que lui apporte le BAI. Le BAI actuellement, c'est une quinzaine de personnes à plein temps, plus maintenant les consultants que nous appelons, à qui nous faisons appel pour appuyer nos actions. Quelques contributions qui sont attendues du BAI, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est la mise en œuvre effective du programme d'action du gouvernement, c'est l'appréciation de la faisabilité des projets économiques soumis au gouvernement, c'est l'appui à l'identification, à la conception, à la mise en œuvre des réformes visant à l'amélioration du climat des affaires, c'est des mesures pour assurer la qualité de l'exécution et l'accélération de la consommation des ressources financières. Nous avons constaté, et comme vous le savez vous-même, que beaucoup de ressources sont mises à la disposition du gouvernement, à la disposition des populations, mais ne sont pas consommées, tout simplement parce que les dispositions ne sont pas prises pour y arriver. Donc, l'une des activités du BAI, c'est de veiller à ce que les ressources soient utilisées, soient consommées dans les délais, pour pouvoir atteindre les objectifs qui sont fixés quand vous accordez nos financements, qu'on puisse respecter les conditionnalités pour dépenser dans le délai et faire de bonnes dépenses. Bon, développer un cadre de bonne performance pour la gestion des financements, ça va de soi. Mais il faut surtout retenir que le BAI mène au quotidien toutes actions visant l'amélioration du climat des affaires et l'instauration des bonnes pratiques dans la gestion des biens publics. C'est un élément stratégique, un état moteur dans la politique du gouvernement. J'ai dit tantôt que le gouvernement compte essentiellement sur le secteur privé pour réaliser son programme d'action. Plus de 2/3 des financements sont attendus. Pour y arriver, il faut créer les conditions. Créer les conditions, c'est l'amélioration du climat des affaires. À cet effet, un certain nombre de réformes qui ont été déjà engagées sont en cours de mise en œuvre pour faciliter l'intervention des opérateurs qui sont attendus. Je vais citer quelques réformes qui sont déjà engagées. Il y a déjà le cadre juridique des opérations de partenariat public-privé. La loi a finalement été adoptée au mois d'octobre. Les formalités sont en cours pour sa mise en application. C'est un élément fondamental pour définir quand même le type de relation qui doit exister entre les opérateurs privés et l'État. Parce qu'on ne peut pas faire venir les opérateurs et les envoyer dans la jungle de l'administration. Donc il y a des normes, des règles qui sont fixées, des règles de passation de marché, des règles de transparence pour faciliter l'intervention de tout un chacun. Nous avons un projet, la création des zones économiques spéciales, qui sont des centres de développement industriels assez importants, que nous n'avons pas ici. Pour l'instant, on a des zones industrielles, des zones franches industrielles qui n'ont pas atteint les objectifs parce qu'on n'a pas mis les moyens, on n'a pas bien défini les objectifs, on n'a pas étudié les besoins des entreprises. Donc, dans le cas d'espèces, nous avons voté une loi sur les zones économiques spéciales qui permettra de mettre en place un guichet unique des formalités administratives sur les sites, accorder les avantages fiscaux et douaniers aux entreprises qui veulent y installer pour permettre un développement. Et ces entreprises auront à produire, pas seulement pour le Nigeria, comme on pense, mais pour le marché international. Et ça, toutes les conditions sont mises en place pour qu'on puisse reconnaître ces entreprises-là et faciliter leur intervention. L'assouplissement des dispositions du Code du travail
pour introduire plus de flexibilité et encourager les créations d'emplois. Actuellement, c'est compliqué. Les dispositions légales sont assez contraignantes pour faciliter la création d'emplois. Nous sommes d'avis qu'il faut avoir la possibilité de licencier pour pouvoir recruter. Quand on sait qu'on ne peut pas licencier, on ne recrute pas. Donc les dispositions sont prises actuellement pour alléger toute la réglementation, pour permettre que les entreprises puissent recruter dans des conditions favorables. Les contrats à durée déterminée qui sont limités à 2, au nombre de 2, on a de la possibilité d'en faire autant que l'on veut, mais bien encadré. Les indemnités de licenciement qui étaient laissées à la discrétion des juges, on les a cadrées, on ne doit pas dépasser 9 mois. Un certain nombre de dispositions qui sont prises pour faciliter les relations entre les employeurs et les employés et également l'environnement. Et surtout créer des emplois. Nous avons mis en place de nouveaux mécanismes pour faciliter l'accès au financement des entreprises, notamment la loi sur la facturage, c'est-à-dire les cessions de créances qui n'existaient pas, le crédit bail qui n'existait pas dans notre arsenal juridique. Toutes ces lois ont été prises déjà, elles sont votées, elles sont en cours de formalisation. Il y a la réforme du Code foncier, qui est un élément fondamental. Cette réforme a été faite, le titre foncier est rétabli, avec toute une réglementation plus sécurisante que ce qui existait. Et ce qui est important aussi dans le dispositif pour la mobilisation des financements, nous avons mis en place une taxe foncière spéciale destinée à financer les projets d'urbanisme et de viabilisation de l'habitat et des villes. C'est un élément important. Actuellement, il y a des régis fonciers urbains, il y a des taxes qui existent. Non seulement le recouvrement n'est pas assuré par les communes actuellement, mais en plus, ça ne couvre pas l'ensemble de la population, l'ensemble des bénéficiaires des services sociaux. Vous savez que dans les projets que nous avons, il y a les projets de gestion des voiries, la facture d'asphaltage et tout. Il faut trouver les moyens pour financer tout ça. Donc tous ceux qui vont en bénéficier, notamment les résidents, les populations, doivent être en mesure de payer une taxe pour permettre de mobiliser le financement nécessaire à réaliser ces travaux-là. Et ces travaux seront réalisés dans le cadre de partenariats publics-privés. Donc il faut qu'on assure le recouvrement des coûts pour pouvoir rembourser les crédits qui vont être faits en ce moment-là. Il y a la loi sur l'identification des personnes, qui est une loi fondamentale, parce que pour l'instant, l'état civil n'existe pas chez nous, en tant que de manière structurée pour l'ensemble de la population. Donc on met en place ce dispositif qui permet quand même de mieux apprécier la situation, d'identifier les populations. Chacun aura un numéro depuis sa naissance jusqu'à sa mort. Les entreprises également seront identifiées de manière plus formelle. Tout ça. Il y a également le code du numérique qui participe à cette réforme-là et qui permet maintenant d'avoir un dispositif plus clair pour les interventions des opérateurs du public comme du privé. Et le cadre maintenant législatif concernant les données personnelles et tout ça. Autre réforme du climat des affaires, bon, dans le domaine fiscal, vous avez dû constater que depuis l'année dernière, nous avons supprimé les taxes d'enregistrement dans le cadre des transferts de propriété, les droits de succession. Il y a un certain nombre de mesures qui ont été prises pour généraliser progressivement le paiement des impôts à travers la plateforme électronique, pour faciliter les relations entre l'administration et les administrés. Dans le domaine judiciaire, un certain nombre d'actions ont été menées. Bon, les tribunaux de commerce ont été mis en place. Les tribunaux administratifs ont été mis en place. C'est plus seulement la Cour suprême qui va connaître des litiges d'ordre administratif. Il y a un renforcement du personnel par le recrutement de magistrats. Il y a les tribunaux de commerce, les structures de conciliation et de médiation qui vont être réactivées. Il y a une loi sur le bureau d'information sur le crédit qui est en cours. Et une dernière initiative qui est en cours de discussion avec les partenaires du Bénin au sein de l'OADA, c'est l'initiation d'un projet de convention de coopération et d'entraide judiciaire en matière d'exécution des décisions. Les décisions sont prises dans un pays, mais pour qu'elles soient applicables, il faut encore les équatures, tout un ensemble de procédures. Donc les États membres de l'OADA ont commencé à discuter pour pouvoir
faciliter la mise en œuvre des décisions sans qu'on ait à passer encore par des décisions des équatures et tout ça. Donc c'est un élément important pour faciliter l'exécution des décisions dans la zone UEMOA. Et ça, c'est une initiative du ministre de la Justice du Bénin qui est en train d'échanger avec ses pairs de l'OHADA pour pouvoir mettre en place ce dispositif-là. Le secteur informel, comme vous le savez, ça représente une part très importante de notre économie. On parle de 80 ou 90%. Donc, personne n'a le vrai chiffre parce qu'on n'a pas les vrais chiffres sur le Bénin. Et donc, l'action du gouvernement vise à plutôt attirer les gens vers le secteur formel. Donc, rendre le secteur formel facile, fréquentable pour que l'informel vienne. Il ne suffit pas de décréter qu'on veut lutter contre l'informel, ça ne se fera pas. C'est tous ceux qui sont dans le formel, il faut qu'ils se sentent heureux. C'est toutes ces actions qu'on vient de montrer là tout à l'heure, qui est plus dans, de difficultés qui soient créées aux entreprises qui sont dans le secteur formel. Mais pour y arriver, il faut prendre toutes ces réformes qu'on vient de mener. Donc on ne peut pas décréter qu'on va lutter contre le formel de manière préemptoire, il faut mettre des actions concrètes. Donc dans ce cas, il y a l'identification des populations et des contribuables, ce que nous avons. Il y a le recensement biométrique pour toute la population qui a démarré déjà depuis décembre. Il y a une partie qui a été déjà faite, notamment le personnel de l'administration, l'armée et tout. Bientôt, ce sera généralisé à l'ensemble de la population. Il y a une forte collaboration, un renforcement de collaboration entre la douane et les impôts, parce qu'actuellement, chacun travaille dans son environnement. Et ça participe quand même à rendre plus transparentes les informations. La numérisation des opérations. Vous savez, la lutte contre la corruption, ça passe aussi par la suppression des échanges ou des contacts humains. Donc, des opérations, la numérisation permettra de réduire les contacts humains. On peut, si tout ce dispositif est en place, de sa maison, demander son casier judiciaire, demander son acte de naissance, sans avoir à se présenter devant une administration. Donc tout cela participe à la lutte contre la corruption et à la formalisation de l'économie. Il y a un gros chantier qui est en cours aussi, c'est le cadastre. Les problèmes fonciers sont des problèmes qui enveniment non seulement la vie des affaires, mais la vie des populations. Donc, numériser le cadastre, un gros chantier qui a démarré déjà. Les travaux sont en cours et bientôt on pourra avec son portable consulter son titre foncier, consulter le domaine, le terrain qu'on a dans une zone donnée. L'autre dernier point qui est quand même le socle de tout, c'est les réformes du dispositif de facilitation des relations avec le secteur privé et la promotion des investissements. Actuellement, il y a beaucoup de structures de l'administration qui jouent ce rôle-là. Il y en a au ministère du Plan, au ministère des Finances, au ministère du Commerce, il y en a un peu partout, au ministère de l'Agriculture et tout. Donc, nous avons commencé à engager une réforme de la pièce qui est l'agence qui est censée être le guichet unique pour les entreprises, pour faciliter toujours le contact avec ces entreprises-là. Et ça permettra d'avoir un guichet unique plus performant, plus efficace. Dans ce cadre aussi, il y a la mise en place de la cellule d'appui au partenariat public-privé qui va appuyer la mise en œuvre de la loi. Et cette cellule, elle est installée à la présidence pour faciliter les négociations, l'évaluation des projets, les négociations avec les différents partenaires qui vont être. Et enfin, la réforme du code des investissements. Ce document est là. Il est difficilement exploitable, compréhensible pour l'ensemble des opérateurs. Donc, toutes ces actions concourent, comme vous le constatez, à rendre la vie facile aux opérateurs, à créer un cadre d'intervention plus facile aux opérateurs, qui sont les principaux partenaires du gouvernement. Le gouvernement veut que le secteur privé puisse jouer son rôle pleinement. Son rôle, c'est créer la richesse. Un État ne joue pas ce rôle-là. On a montré partout que l'État n'a jamais été un bon opérateur économique. Mais pour permettre au secteur privé de pouvoir jouer, il faut lui créer le cadre. Le cadre, ça a été déjà de créer des conditions d'investissement. Vous avez vu le PAG, c'est des opportunités d'investissement pour les opérateurs privés.
Des études ont été faites dans ce sens-là pour que chacun puisse y trouver. Donc, il y a les opportunités d'investissement et maintenant il y a le cadre. Le cadre, c'est l'environnement des affaires. Et le Bénin travaille énormément pour relever ce défi-là. L'état de mise en œuvre du PAG, je crois que le ministre d'État l'a présenté tout à l'heure. Je vais, si vous le permettez, passer tous les secteurs, les 9 secteurs qu'on a identifiés, pour vous dire à peu près de manière plus détaillée où nous en sommes. J'espère que je suis dans le temps. Bon. La modératrice m'a dit que j'ai fini. Donc j'en profite pour me deviner parce que... On m'a dit que j'ai 1 heure, vous me donnez 5. Non, non. Je ne prendrai pas autant de temps. Je ne prendrai pas autant de temps. C'est vous dire aussi seulement que d'abord, les projets phares du gouvernement ont été élaborés et toutes les études préliminaires avaient été faites. Et les recherches ou l'identification des partenaires potentiels, les sources de financement avaient été identifiées. C'est ce qui nous a permis, en octobre et ensuite en décembre, de présenter à l'opinion publique et tous ces travaux-là, tous ces fiches d'investissement. Depuis, les études de faisabilité sont en train d'être approfondies. Les recherches de financement sont en train d'être affinées pour qu'on arrive à un démarrage efficace. Actuellement, beaucoup de projets ont démarré parce que les études sont achevées. Il y a des appels d'offres qui vont être lancés dès ce mois-ci pour démarrer un certain nombre de projets. Voilà ce que je pourrais vous dire sur ce cas. Les recherches de financement sont assez avancées. Je peux vous dire qu'en faisant le point la dernière fois, on doit être à plus du tiers des financements mobilisés pour l'ensemble des projets. Si je prends de manière globale, pour certains projets, les financements sont déjà mobilisés, soit à travers le budget national, c'est-à-dire des prêts, soit à travers des partenariats publics et privés qui sont formalisés avec les différents opérateurs. Mais je reste à votre disposition pour compléter ces présentations. Mais je vais surtout, en matière de leçons ou de constats, comme le ministre a demandé que je dise, que ce qu'on note surtout, c'est que beaucoup de choses ont été faites. C'est vrai, ça n'a pas l'air, mais parce qu'il faut des études, et ces études prennent du temps. On n'a pas non plus les compétences en interne au Bénin ici pour les réaliser, donc on fait appel à beaucoup de consultants au bureau d'études étrangers, avec l'appui des bailleurs de fonds aussi, et ça prend du temps, parce qu'on ne veut pas lancer des projets, lancer la réalisation sans avoir étudié de manière précise les conditions de réalisation, parce que nous nous inscrivons sur la durée. Les 5 ans, certes, comme le ministre d'État, ça s'inscrit dans un programme. Beaucoup d'actions engagées maintenant ne produiront pas leurs effets sur les 5 ans. Il y aura un prolongement. Donc, pour réaliser une route, pour réaliser un pont, il faut peut-être entre 8 et 12 mois parfois d'études. Les études sont en cours, certaines sont achevées comme j'ai dit. Donc beaucoup de choses ont été faites. Nous avons rencontré beaucoup de difficultés, mais ce que nous savons, c'est qu'elles ne sont pas insupportables. Nous savons que nous allons y arriver et nous mettons en place tout ce qu'il faut pour y arriver. Et c'est aussi le lieu de remercier les PTF et tous les partenaires qui n'ont pas ménagé leurs efforts pour nous accompagner. Et nous sommes encore plus rassurés dans la mesure où on ne peut accompagner que quelqu'un qui sait là où il va. Le gouvernement sait là où il va. Il y a le PAG, qui est le seul instrument de pilotage de la politique du gouvernement au cours des 5 ans. Et à travers ça, nous apprécions fortement la mobilisation des partenaires et développement qui nous appuient dans la mise en œuvre. C'est un gros défi et nous allons y arriver grâce à vous. Merci. Merci au conseiller spécial. Merci. Bien. Mesdames et messieurs, les chefs de mission diplomatiques et consulaires, mesdames et messieurs les représentants des organisations internationales accréditées au Bénin, c'est à vous de jouer à présent. Vous avez été sensibilisés sur la diplomatie
économique et de développement du Bénin, ses objectifs, ses mécanismes de mise en œuvre et surtout les attentes du Bénin, ce que le Bénin attend de vous, ses partenaires au développement. C'est donc à vous à présent de jouer, de poser des questions. Je suis sûre qu'il y en a parce qu'il y en aura toujours. Pour le temps qui a été réservé à cette séquence, nous allons prendre pour commencer 2-3 questions venant des ambassadeurs et 2 questions venant des journalistes. Si, après avoir répondu à ces questions, nous avons le temps d'en prendre d'autres, on avisera à ce moment-là. Merci. Cela peut aller, Monsieur le ministre d'État, Monsieur le ministre, Monsieur le Conseil spécial. Pour les questions, s'il vous plaît, vous avez la parole. Oui, monsieur. Chaque fois, vous allez vous présenter, s'il vous plaît, et dire à qui votre question, puis vous poser la question. Merci. Allez-y, monsieur. Merci, madame. Je voudrais remercier les conférenciers. C'était très bien présenté. Je voudrais m'adresser au conseiller spécial du président. Je me présente, Karam Claude, consul honoraire d'Espagne et président de l'association des consuls. On aimerait savoir toutes ces réformes vont pouvoir commencer à être appliquées quand? Parce que c'est très intéressant et ça met à l'aise les différents investisseurs qu'on reçoit régulièrement, mais qui, à force de tourner dans les ministères, repartent très déçus de voir que les choses ne bougent pas. Concernant le BAID, est-ce qu'il y a une personne qu'on peut contacter avec un numéro de téléphone? Comme cela, quand on reçoit des investisseurs, au lieu de les envoyer dans les ministères, on préfère les envoyer vers le BAID, où je pense les choses bougeront et iront plus vite. Merci. Merci, monsieur. Une autre question? Vous permettez, messieurs les communicateurs, on prend les questions et puis après. Oui, allez-y, monsieur. Merci. Merci. Je suis Siaka Koulibaly, coordonnateur des activités opérationnelles du système des Nations Unies. Je voudrais d'abord nous féliciter de toutes les économies qui nous ont été faites ici sur la diplomatie économique, mais également aussi sur tous les instruments en termes de planification stratégique et également aussi de mise en œuvre du PAG. Je pense que nous venons juste aussi de terminer avec les partenaires techniques et financiers ce matin, une réunion qui a duré pratiquement 1h30, où pour nous, une des problématiques majeures qui est ressortie est quel est le cadre d'intervention véritable entre les PTF et le gouvernement. Nous nous félicitons de la présentation qui a été faite du comité de mobilisation des ressources. Il serait intéressant pour nous de voir dans la praticabilité comment est-ce que ce cadre, nous allons avoir les interactions avec ce cadre. Parce que cela doit représenter pour nous une référence de dialogue en termes donc de politique, mais surtout aussi de dialogue sur les politiques. Et je pense que ça, c'est un élément important. Un autre aspect, peut-être très rapidement, c'est tout ce qui a été présenté. Et nous nous félicitons du fait que pratiquement un tiers des financements du PAG a été mobilisé. Peut-être que s'il est possible de revenir sur l'opérationnalisation en termes de mise en œuvre du PAG au stade actuel. Merci. Merci, monsieur. On va prendre la 3e question venant des ambassadeurs. Oui, il y a une main levée. Merci, monsieur. Vous vous présentez et... Je m'appelle Leko Maman Bachir. Oui. Je représente Madame l'ambassadeur Sandis Adi Empêché. Vous pouvez parler dans le micro, s'il vous plaît. C'est bon. Je représente la doyenne du corps diplomatique Empêché. Okay. Et j'ai 2 questions. Et la première, bien entendu, après avoir remercié l'ensemble des intervenants à qui nous croyons fermement et dans la conduite du programme d'action du gouvernement. Et nous avions été conviés pour l'intégration africaine dans la note verbale. Je ne sais pas si nous nous sommes trompés. Et nous assistons à la présentation du PAC. C'est très bien. Et nous sommes déterminés à accompagner le PAC. Et mon intervention porte sur essentiellement le 3e intervenant, en l'occurrence, monsieur le conseiller spécial. Et quant à la
l'identification du personnel. Tout récemment, la République du Bénin a ouvert ses frontières à l'ensemble de l'Afrique et ça converge. Donc nous aimerions savoir comment cette identification va intervenir. Je vous remercie. Merci, monsieur. Nous allons prendre 2 questions des journalistes, s'il vous plaît. Oui, monsieur, au fond de la salle, oui. Vous allez vous présenter, donner le nom de votre organe de presse et poser votre question. Et si possible, dire à qui la question s'adresse, si possible. Allez-y. Merci. Mon nom c'est Josué Fortuné Mefouenou. Je suis journaliste à La Nation. Ma question s'adressera au ministre des Affaires étrangères, puisque nous sommes ici au siège de la diplomatie béninoise. Il a bien fait de nous rappeler un peu quelques déplacements du chef de l'État dans son propos liminaire. Je voudrais lui demander s'il peut nous dire ce qu'il en est de l'état de santé du chef de l'État qui, avons-nous appris, aurait voyagé précipitamment il y a quelques jours pour des soins urgents parce qu'il serait gravement malade. Merci. Merci, monsieur. Une autre question des journalistes? Ah oui, parce que pour réussir la diplomatie économique, il faut que le chef de l'État se porte bien, n'est-ce pas? Donc, s'il y a un petit souci par rapport à cela, ils aimeraient bien savoir. On va prendre la 2e question, s'il vous plaît. Pas de question. 2e question de... OK, allez-y. Merci. Oui. Moi, c'est Daniel Dassi, journaliste au quotidien La Presse du Jour. OK. Ma question est celle-ci, ou bien elles sont un peu nombreuses. Vous nous avez parlé de la mise en œuvre de PAG. Moi, j'aimerais savoir par où vous voulez réellement commencer la mise en œuvre. Parce que quand on parle de mise en œuvre, c'est-à-dire vous avez plusieurs programmes contenus dans le même programme. Mais où vous voulez commencer concrètement? Parce que j'ai suivi les interventions et jusque-là, je suis resté sur ce que j'avais en quittant la maison. Là, vous voulez commencer concrètement. Et quand est-ce que nous allons cesser d'entendre mise en œuvre et commencer par voir les réalisations? Merci. Merci. Ben, voilà pour une première liste de questions. On verra si on aura une autre. Messieurs les communicateurs, on donne la parole au ministre d'État pour commencer ou au conseiller spécial qui va répondre aux questions. Allez-y, monsieur le conseiller spécial. Okay, merci, madame. Si j'ai bien noté les préoccupations de M. Karam et savoir où est-ce qu'on en est dans la mise en application des réformes. Pour les réformes, il y a un certain nombre de dispositifs à mettre en œuvre. Notamment, c'est de voter des lois, d'élaborer des lois et de les faire voter par l'Assemblée. La plupart de ces lois que j'ai citées ont été déjà votées, mais les procédures de formalisation, de mise en œuvre sont en cours parce qu'il faut promulguer, il faut que la Cour constitutionnelle vérifie la constitutionnalité. Tout ça, c'est en cours, mais les décrets d'application sont déjà disponibles. Tout va se faire. Et tout se fait. Tout ce qui est envisagé est fait au niveau du gouvernement. Le reste va suivre son cours. Mais je disais aussi que beaucoup de réformes ont été déjà engagées et se mettent en œuvre sans qu'on ait à les citer ici. Vous verrez, il y a beaucoup de facilitations dans la vie des administrés. Ça, c'est au quotidien. Dès qu'on apprend qu'il y a tel blocage à tel niveau, on fait lever. Sans qu'on ait à prendre une droite. Tout ce qui peut être fait par décret ou par arrêté, c'est fait, je vous dis, au quotidien. Le chef d'État, il veille lui-même. Donc, si vous avez des blocages dans votre vie quotidienne, n'hésitez pas à l'informer. Vous avez dû constater que les plaques des corps diplomatiques sont délivrées de manière plus diligente qu'avant. Ça fait partie aussi des réformes, s'il faut le dire autant. Il y a beaucoup de choses qui se font dans ce sens-là. Tout ce qui peut être fait, je disais, par décret ou par arrêté, ou par des notes circulaires, c'est au quotidien que c'est fait. En ce qui concerne les contacts pour les investisseurs,
Moi, je pense que l'adresse la plus indiquée, c'est les agences d'exécution. C'est elles qui sont en charge de la mise en œuvre des projets phares. Les 45 projets phares, c'est les agences qui les exécutent. Et ces agences sont sous la coordination du BAI et de la présidence de la République. C'est plus indiqué de vous adresser au BAI. Je vous donnerai mon numéro personnel si vous voulez. Il y a un numéro qui existe déjà pour le BAI que vous connaissez. Je peux vous donner mon numéro personnel. Vous pouvez m'envoyer des mails aussi, je vous donnerai tout à l'heure pour que tout le monde puisse noter ça. Je pense les deux premiers points. Voilà. Ouais, pour les deux premiers points, maintenant je reste disposé. Si on va donner la parole au ministre d'État. Il y a la question du cadre d'intervention véritable entre la PDF et le gouvernement, et ainsi de suite. Oui. Voilà. Bien, merci. Alors, je vais répondre sur le cadre, mais je voudrais dire quelques mots sur la question de notre ami journaliste qui traduit la véritable impatience qu'on entend ici et là. Est-ce que les projets ont commencé? Est-ce que le programme d'action du gouvernement est déjà mis en œuvre ou est-ce qu'on continue de parler de mise en œuvre? Je crois qu'il faut dire que depuis déjà l'année dernière, beaucoup de projets, parce qu'il ne faut pas voir seulement les projets phares, il y a les réformes qui ont un impact sur la vie quotidienne des gens. Je prends le coton. Nous avons eu cette année la plus grande production de coton qu'on ait jamais connue dans notre pays depuis l'indépendance. Et ce n'est pas arrivé par hasard non plus. Il y a eu des mesures qui ont été prises dès avril 2016 pour faciliter le paiement aux producteurs, pour faciliter le paiement aux transporteurs, pour faciliter la mise en œuvre des intrants, la mise en place des intrants à bonne date. Et c'est la traduction de ces résultats-là que vous avez déjà sur la production. Cette année déjà, une nouvelle campagne va être lancée et je peux vous dire que sur les superficies qui sont en train d'être emblavées, il y a encore, les gens nous signalent déjà une insuffisance de semences parce que les paysans, il y a un tel engouement que les paysans n'ont pas suffisamment de semences. Donc, il y a, alors, si vous prenez une filière comme la filière d'anacarde, les producteurs d'anacarde n'ont jamais été aussi contents que cette année. Le prix au producteur a été fixé à un niveau suffisamment élevé, était de 500 francs le kilo. Et tous les producteurs ont tout fait pour que la production soit sur le marché. Je viens d'une tournée à l'intérieur du pays où partout, je dis bien partout, nos concitoyens nous disent la sécurité s'est substantiellement améliorée. Et là aussi, il y a eu des réformes dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement, où aujourd'hui, l'action sur le terrain des commissariats, des gendarmeries, a permis d'améliorer cette sécurité-là et de donner à nos concitoyens une opportunité d'aller et de venir sans les entraves du passé. Sur les infrastructures, pendant que nous parlons, il y a de nombreuses routes qui sont en construction. Ce volet du programme d'action du gouvernement est déjà mis en œuvre. Donc, je veux dire que il y a certainement d'autres volets qui attendent, le programme d'assaltage, un certain nombre de projets phares comme le tourisme, les logements sociaux qui vont démarrer bientôt. Mais il y en a beaucoup qui ont déjà commencé et dont l'impact est déjà visible. Alors, pour terminer sur le cadre institutionnel, je voudrais dire à M. Coulibaly et à tous les autres que oui, c'est un cadre de coordination qui a été mis en place. Les ministères sectoriels continuent d'avoir leurs prérogatives en matière de discussion de leur politique sectorielle avec les partenaires au développement, l'éducation, la santé.
les ministères qui sont chargés de discuter avec les différents partenaires pour la mobilisation des ressources dans la formulation des requêtes continuent eux aussi d'avoir leurs responsabilités. Tous ceux qui discutent avec le ministre des Affaires étrangères pour la formulation des requêtes, ça se continuera de cette manière-là. Tous ceux qui sont en relation avec moi, les banques de développement dont je suis le gouverneur, continueront d'être en relation avec moi et le ministre des Finances continuera, de l'économie et des finances, continuera d'être celui qui nous engagera sur la dette. Mais nous avons cette structure, ce cadre de coordination qui nous permet de nous assurer que, eh bien, au niveau du gouvernement, nous avons une connaissance centralisée de tout ce qui est en train d'être fait et au niveau des requêtes et au niveau des relations avec les différents partenaires. C'est important parce que nous avons vu par le passé des requêtes formulées alors même que les ministères qui doivent être en première ligne n'étaient pas du tout informés. Donc voilà la logique de ce qui se fait et je vais m'en arrêter là. Merci. Merci, Monsieur le ministre d'État, Monsieur le ministre des Affaires étrangères et de la coopération. Peut-être pour compléter le ministre d'État et répondre à la question concernant l'état de santé du chef de l'État. Je vous remercie, madame, et je voudrais remercier les journalistes. Est-ce que j'ai la tête d'un ministre dont le président serait gravement malade? Assurément pas, non, soyons très sérieux. Je crois que je remercie le journaliste d'avoir posé cette question. Et dans ce cadre, il est important d'apporter la réponse la plus simple. Je lis autant que faire se peut des choses qui circulent sur les réseaux sociaux. J'ai un service qui lit et qui me relaie cela. J'ai des amis à l'extérieur qui m'appellent, qui me posent des questions, des collègues à l'extérieur. Je voudrais dire très simplement que le président de la République n'est pas parti précipitamment de Cotonou. Et je voudrais dire que le président de la République n'est pas malade. Je peux vous donner l'agenda du dernier jour que le président avait passé avant de partir. Nous sommes rentrés à 4 heures du matin de l'Inde, mercredi dernier. Nous avons décalé notre conseil de ministres pour le faire à 11 heures. Nous l'avons terminé un peu avant 13 heures. À 17 heures, le président Patrice Talon a convoqué l'équipe qui coordonne les projets phares. Monsieur le ministre d'État, le conseiller spécial et moi-même étions de la partie. Et nous nous sommes réunis de 17 heures jusqu'à 22h54. Le président qui avait pris un certain nombre de rendez-vous avec certains de nos partenaires a repris l'avion le soir pour rapidement honorer ses rendez-vous. Je suis en contact avec lui, il se porte comme un charme. Et ce qu'on lit sur les réseaux sociaux, c'est un peu de l'intoxication. Mais il est regrettable que l'on veuille faire de l'intoxication en touchant à quelque chose qui est précieux, qui est important, la santé d'un individu. Le président Patrice Talon se porte bien. Je voudrais saisir cette occasion pour dire que l'émission Le Bénin révélé est une émission qui est prévue pour un certain nombre de membres du gouvernement pour faire le point, mais c'est à usage intérieur. Je passerai bientôt sur cette émission pour exprimer un certain nombre de choses, mais je voudrais déjà effleurer la chose ici. C'est important qu'il y ait cette liberté de circulation, liberté, l'expression, que les gens puissent opiner. Mais il faut qu'on sache aussi que lorsque nous opinons, nous pouvons porter atteinte à l'œuvre de redressement. Nous pouvons rendre difficile le travail de mobilisation de ressources. Et donc, j'invite à une sorte de retenue, à une sorte d'esprit national. Je suis un grand défenseur des journalistes, mais ce ne sont pas les journalistes qui sont dans les réseaux sociaux. C'est des gens qui s'auto-improvisent. Alors, je voudrais aussi dire que parmi les progrès que nous faisons, parce que j'ai entendu dire, mais est-ce qu'on a démarré? Mais bien sûr que nous avons démarré. L'abolition des visas, c'est un démarrage, c'est une mesure phare qui est saluée par plusieurs pays. Et j'ai le temps de m'en rendre compte lorsque je rencontre des partenaires d'ailleurs qui nous saluent et qui ont envie de faire la même chose. Le président Ouattara vient de nous accorder la réciprocité et le travail est en œuvre pour que
très très vite, les deux ministres des Affaires étrangères puissent travailler pour que cette réciprocité soit accordée. Le travail continue aussi dans d'autres domaines où nous avons des missions d'investisseurs qui sont désormais organisées et structurées par nos ambassades. Nous avons, cela est laborieux, mais cela commence parce que nous voulons que nos ambassades soient aussi la vitrine, pas seulement la vitrine, mais l'outil de mobilisation, l'outil d'attraction qui dirige vers notre pays ceux qui veulent s'engager dans des partenariats avec nous. Donc le travail est en cours, il avance, mais vous savez, les trains qui arrivent à l'heure, ça ne dit rien, ça n'intéresse personne. C'est les trains qui sont en retard qui font râler. Je suis arrivé dans ce pays, les pannes d'électricité faisaient légion. On n'en parle plus beaucoup, mais ça n'intéresse plus personne. Je parlais à des jeunes hier, à Grand Repos, ils disaient, oui, mais ça c'est déjà passé, c'est bon, maintenant la suite. Mais la suite, nous allons continuer ensemble et nous allons avancer pour que les choses puissent fonctionner. Les mesures sont en cours, nous sommes à pied d'œuvre, la détermination est la même, le punch que nous avions lorsque je vous ai rencontré la première fois est intact, sinon déculpé. Merci. Merci, monsieur le ministre des Affaires étrangères et de la coopération. Est-ce qu'il y a encore une ou deux petites questions? C'est vrai que l'appétit vient en mangeant, mais on va prendre juste deux questions. Deux questions pour le temps qui nous reste. Oui, on va commencer. Juste deux questions. La dame? La dame? La dame. Oh, pardon. Merci, monsieur. Merci beaucoup, Marilus Fioniada. Je représente l'ambassade de Suisse. Merci beaucoup pour la qualité des présentations. J'ai été interpellée par une notion que le conseiller spécial a utilisée quand il a évoqué la nécessité de disposer du temps pour réaliser des études, d'autant plus que ces études mobilisent de l'expertise externe. Ma question est donc la suivante. Quelle est la stratégie que le gouvernement compte mettre en place ou a déjà mise en place pour renverser cette tendance et construire l'expertise interne dont le Bénin a besoin, c'est-à-dire mobiliser et valoriser les compétences du Bénin qui permettrait aussi au Bénin de créer de l'emploi. Cet élément n'a pas été abordé dans vos différentes présentations. Vous avez traité des questions d'eau, de tourisme, de secteurs très très importants, mais cette dimension de renforcement de capacité, cette dimension humaine qui est transversale, constitue-t-elle une priorité pour le gouvernement et quelle stratégie allez-vous mettre en place à cet effet? Merci beaucoup. Merci, madame. La dernière question, hein. L'ambassadeur ou l'ambassadeur? Allez-y, monsieur l'ambassadeur. Merci beaucoup. J'hésitais beaucoup à poser mes questions parce que je ne savais pas si je suis dans une conférence de presse. Donc, je poserai quand même la question. J'aurai deux questions pour monsieur le ministre des Affaires étrangères concernant des sujets d'actualité de ces derniers week-ends et une question en ce qui concerne le programme d'action du gouvernement qui nous a été tellement bien présenté au ministre d'État. Et donc, je commence de l'honneur du Seigneur par les ministres d'État. Monsieur le ministre, vous avez parlé dans votre intervention qu'il y avait des paquets législatifs pour accompagner, pour suivre la mise en application du programme d'action du gouvernement, mais parfois, certaines lois rencontrent des difficultés au niveau de la Cour constitutionnelle. Est-ce que c'est l'intention du gouvernement de revenir sur ces textes ou de mener un combat juridique, politique là-dessus? Comment vous voyez cette petite tension que parfois la presse, qui est très bien représentée aujourd'hui ici, relaye avec, dans certains cas, beaucoup de vivacité? Les deux questions au niveau de monsieur le ministre des Affaires étrangères concernent l'objectif pour laquelle africaine.
Vous avez participé, je pense, pour le compte du Bénin au sommet de Monrovia. Si vous pouvez nous dire vos impressions très rapidement, il ne suffit pas de faire je ne vous demande pas un debriefing, mais quelques impressions personnelles. La deuxième question concerne aussi le week-end. Nous avons tous suivi les informations selon lesquelles certains pays du Golfe ont pris des décisions diplomatiques, économiques et commerciales contre un des pays de la même région. Il arrive que certains de ces pays et les pays de la région concernés sont pas seulement ont des relations diplomatiques avec le Bénin, mais ils sont représentés dans votre pays. Je voudrais savoir quelle est votre opinion, interprétation, est-ce qu'il y a des actions à suivre? Merci beaucoup pour la franchise dans cette dernière question particulièrement. Merci. Merci pour la franchise. Je reprends juste Monsieur l'ambassadeur. Et vous avez la parole. On va donner la parole au conseiller spécial pour répondre à la question qui lui a été... Le micro, s'il vous plaît. Merci. Merci beaucoup. Merci, madame, pour votre question relative au recours à l'expertise nationale. Je peux vous dire que dans toute la démarche du gouvernement, c'est d'avoir les meilleures pratiques, de rechercher ceux qui sont les mieux placés pour fournir les prestations dans les délais qu'il faut et dans les conditions les plus favorables. Le gouvernement fait beaucoup appel à l'expertise nationale, contrairement à ce qu'on pense, mais sur certains aspects, il est clair que l'expertise nationale n'est pas encore à la hauteur. Je ne sais pas s'il y a des entreprises ou des consultants ici, des bureaux d'études ici qui ont déjà construit des échangeurs. Ce n'est pas des voies de contournement nord, comment dire, je veux dire, l'aménagement des berges, les études sur les déchets et tout ça. C'est des travaux qui se font en tandem entre les consultants internationaux et les entreprises et les consultants nationaux, parce que c'est comme ça qu'on peut construire aussi l'expertise. Je peux aussi vous dire qu'actuellement, les études pour l'asphaltage sont réalisées par des consultants béninois. Et ces études, elles vont durer peut-être 8 à 12 mois. En termes de chiffres, c'est près de 8 milliards de francs. Et c'est confié à des consultants béninois parce qu'on a compris qu'ils étaient à la hauteur. Ils ont montré qu'ils sont à la hauteur. Il y a beaucoup de routes actuellement qui sont réalisées par des entreprises béninoises. L'entreprise AD aussi, l'entreprise Ofmas. Les bureaux, les missions d'audit, par exemple, sont réalisées par des cabinets béninois. Donc l'expertise, on fait recours à l'expertise, on va la chercher là où elle est, parce que c'est indispensable dans le contexte dans lequel nous sommes, et les ambitions que nous avons, et les formats que nous voulons avoir, nous poussent à rechercher les meilleures expertises possibles. Donc n'ayez aucune crainte. L'expertise béninoise, elle existe, certes, mais elle n'est pas toujours à la hauteur de ce qu'on peut attendre. Et le renforcement de capacité aussi, c'est les échanges avec les autres. Nous avons toujours dit aux entreprises béninoises de ne pas avoir de scrupules à s'associer avec des entreprises étrangères pour apprendre à faire. Quand on n'a jamais fait, on a du mal. Il y a beaucoup de choses qui vont se faire actuellement qui n'ont jamais été faites au Bénin. Et c'est pour ça que nous n'avons pas de scrupules à rechercher l'expertise là où elle est, en indiquant aux entreprises béninoises de tout faire pour être à la hauteur. Parce qu'on se dit aussi, aucune entreprise étrangère ne peut venir travailler ici avec toutes ces ressources humaines. Donc, elle aura forcément besoin d'une sous-traitance, d'un partenariat avec une entreprise béninoise. Donc, on pousse nos entreprises béninoises à se formaliser, à se structurer pour pouvoir nouer ces partenariats-là et apprendre. C'est aussi le rôle que nous jouons dans le choix des partenaires. Parce que c'est important de pouvoir combiner ces équipes-là pour pouvoir avancer. J'espère avoir répondu à votre préoccupation. Merci. Merci. Merci, monsieur le conseiller spécial. Monsieur le ministre d'État. Oui, c'est un sujet qui est important et qui nous tient absolument à cœur, que de renforcer les capacités de nos structures, de nos entreprises, de nos consultants internes. C'est vrai qu'il y a des sujets sur lesquels
les gens n'ont jamais rien réalisé. Moi, je me rappelle quand j'étais à la Banque centrale, nous avons décidé une fois de réaliser l'audit de la Banque centrale. Eh bien, nous n'avons qu'une banque centrale qui n'a jamais été auditée. Comment est-ce que vous faites auditer cette entreprise-là par une expertise nationale? C'est impossible. Vous allez chercher l'expertise internationale, mais vous dites, nous encourageons cette expertise internationale-là à travailler avec des experts nationaux. Comme ça, demain, quand vous refaites cet audit-là, vous savez que vous avez au moins une expertise nationale qui existe ou une expertise régionale. Eh bien, c'est cette approche-là que nous développons aussi dans les projets pour lesquels les projets du programme d'action du gouvernement. Sur la question concernant les lois qui ont été interpellées par la Cour constitutionnelle, je voudrais vous dire qu'il y a essentiellement une tâche à faire après une telle décision de la Cour, c'est la mise en conformité. Donc nous regardons en général quel est le contenu de la décision de la Cour et nous voyons avec l'Assemblée comment cette mise en conformité peut être faite pour que la Cour soit satisfaite à l'examen de la nouvelle version que, effectivement, ces préoccupations ont été satisfaites. Je prends par exemple la loi sur les PPP à l'heure actuelle qui est au Parlement. Elle a été votée, la Cour a ratifié, je pense. Bien, la loi, il y a une autre loi, je crois que c'est la loi sur le travail. Donc, c'est cette procédure-là qui est exécutée, qui est suivie par le gouvernement et qui nous permettra effectivement de rendre ces différentes lois-là conformes aux observations qui ont été faites par la Cour constitutionnelle, parce que la Cour, sur le fond, n'interpelle pas la nécessité de réforme qui est en cours. Mais effectivement, il y a ici et là certains aspects qui ont pu être qu'on appelle interpellés par la Cour et sur lesquels il faut revenir. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le ministre d'État, Monsieur le ministre des Affaires étrangères. Je crois qu'il y a 2 questions qui vous ont été adressées tout à l'heure. Merci beaucoup. L'ambassadeur chef de la délégation de l'Union européenne m'a posé 2 questions, a souhaité que cela soit marqué par la franchise. Je suppose que cette expression de franchise, c'est pour confirmer le ton des conversations que j'ai souvent avec vous, que vous avez voulu partager dans la salle. La première réalité, c'est le travail au niveau de la CEDEAO. C'est la réunion de Monrovia. J'ai effectivement dirigé la délégation du Bénin qui a pris part au conseil de médiation, mais aussi au conseil des ministres, ce qui relève de mes prérogatives de siéger aux côtés de mes collègues ministres des Affaires étrangères, membres de la CEDEAO. La CEDEAO est une organisation solide. Elle a 42 ans et elle devient de plus en plus attractive. Cela ne nous a pas échappé et ceci est illustré par les événements qui ont marqué le Conseil des ministres et qui se sont prolongés au sommet des chefs d'État, auquel, comme vous le savez, notre collègue, l'autre ministre d'État, le ministre d'État, secrétaire général de la présidence, a représenté personnellement le président. Nous essayons de diversifier les niveaux de représentation. 2 questions qui sont externes à l'organisation se sont invitées au débat. Et il y a une 3e qui est interne, qui a été aussi au cœur des choses. Peut-être que vous avez eu écho de l'expression forte qui a été celle du Bénin sur la question interne, que je vais évacuer rapidement. La question interne, et il faut saluer en cela le leadership du président de la commission, qui se trouve par hasard être mon compatriote. Le président de la commission a découvert des cas de soustraction frauduleuse de ressources qui appartiennent à la CEDEAO. Il a, ainsi que l'autorise les textes de l'organisation, demandé et obtenu la suspension du commissaire chargé des finances, mais aussi du contrôleur financier. Pourquoi? Parce qu'une contribution versée par un État majeur, le Nigeria, a dû transiter par le compte d'un agent de change avant de revenir. Cela conduit à un manque à gagner pour l'organisation. Et quand le président Marcel de Souza
doit refléter les principes de bonne gouvernance dans la gestion qu'il a de la commission. Il a soulevé le lièvre, une commission est en place et les personnes ont été suspendues et cela continue. Donc, sur ce plan-là, le Bénin a effectivement pris la parole pour demander que non seulement il y ait la répétition de l'indu, que les ressources de la CEDEAO soient récupérées, mais que l'on puisse poursuivre les personnes qui sont coupables de cet acte-là, puisque les ressources de la CEDEAO proviennent essentiellement de la contribution de nos pays. Donc, c'est le labeur de nos populations, c'est le sacrifice de nos pays. Et j'ai indiqué au nom du président de la République que si ces deux personnalités ne sont pas poursuivies directement par la CEDEAO, si elles traversent le territoire béninois, elles seront arrêtées au nom du droit communautaire. C'est clair. C'est notre posture. Mais ça, c'est une question interne, accessoire de gestion. Je sais que vous faites allusion à deux sujets qui se sont invités. Le premier sujet, c'est la gêne que certains pays ont exprimée, ce n'est pas le cas du Bénin, à l'annonce de la participation du Premier ministre israélien, M. Benjamin Netanyahu, qui a demandé à venir s'exprimer devant la CEDEAO parce qu'il estime qu'Israël aujourd'hui doit élargir son champ et établir des relations non seulement individuellement avec certains pays, mais aussi avec des regroupements comme les commissions régionales. Je pense que les relations internationales aujourd'hui se veulent ouvertes. L'espace diplomatique, tout en restant campé sur les principes qui sont les nôtres, ne peut pas évoluer dans une autarcie qui est plutôt signe de faiblesse. Écouter un discours du Premier ministre israélien ne signifie pas que la CEDEAO se fait vassaliser par Israël. Certains pays qui n'étaient pas très informés avaient exprimé des réserves, des étonnements, etc. Nous sommes intervenus, un certain nombre de chefs de délégation sont intervenus pour dire nos chefs d'État à Abuja le 17 décembre ont dit qu'ils n'avaient pas d'objection. Ils n'avaient pas d'objection à ce que Israël vienne parler à la CEDEAO. La CEDEAO est ouverte. L'Afrique a la main tendue pour l'amitié et la coopération, mais ce n'est pas un blanc-seing. On dit dans plusieurs de nos langues ici, donc c'est quelque chose d'important dans ma culture de béninois, du nord comme au sud, ce proverbe existe. On dit qu'on ne refuse pas une invitation. C'est ce qui peut venir après l'invitation qui peut faire l'objet de discussions et de décisions. Donc le Conseil des ministres a repris acte de la décision prise par les chefs de l'État à la demande de Mme Sirleaf pour que l'État d'Israël vienne s'exprimer. C'est ce que je peux vous dire sur le premier point. La deuxième question qui s'est invitée aussi au sommet, et je sais que c'est à cela que vous faites allusion, c'est le souhait exprimé par Sa Majesté, le roi Mohamed VI, de rejoindre, de la même manière qu'il a fait pour l'Union africaine, de rejoindre la CEDEAO. Le Conseil des ministres a écouté le président de la Commission, a écouté son rapport, a écouté les diligences qu'il a prises et s'est référé à ce que prévoit l'acte constitutif de la CEDEAO. Beaucoup d'obstacles restent à être surmontés. Une annonce officieuse, je dis bien officieuse, d'une éventuelle participation de Sa Majesté au sommet a circulé lors du Conseil des ministres. Je dis qu'elle est officieuse parce que ce n'est pas un officiel marocain qui est venu faire l'annonce. Le Conseil des ministres a donc pris acte du fait que le Maroc a exprimé ce souhait
De la même façon qu'il a pris acte du fait que la Tunisie voudrait aussi rejoindre la CEDEAO. Et enfin, la Mauritanie, et là c'est un peu plus facile, qui est un membre fondateur, veut revenir à la maison. Donc nous avons examiné et dans notre grande loyauté vis-à-vis de nos chefs d'État, nous avons mis le dossier en état pour être connus par le sommet. Convaincus que nous sommes que dans leur grande sagesse et le sens de l'histoire qu'ils comprennent, les présidents qui siègent au sommet pourraient prendre une décision. La décision finalement concernant le Maroc n'a pas été prise puisque une annonce, celle-là officielle, du Royaume du Maroc, du ministère des Affaires étrangères, donc du Royaume du Maroc, a été circulée, informant et a été aussi rendue publique dans les médias pour dire que Sa Majesté ne souhaite pas participer au sommet vu une situation de tension relative que suscitent d'autres participations à cette réunion. Merci, Monsieur le ministre des Affaires étrangères. Merci à vous également, chers participants, pour vos questions. Merci, chers communicateurs, pour les différentes présentations. Nous sommes au terme de cette séance d'échange, de cette rencontre. Je voudrais juste rappeler aux invités que tout à l'heure, dans le hall à l'entrée, vous sortirez tout à l'heure par cette porte-là, le protocole va vous conduire, vous suivrez le présidium. Et de l'autre côté, il y a un vernissage qui a été préparé pour vous. Vous savez, depuis 2 rencontres environ, le ministère des Affaires étrangères et de la coopération profite de ces rencontres pour faire la promotion des artistes béninois. Donc, il y a 2 artistes peintres, Charlie D'Almeida et Eliane Aïsso, qui ont exposé dans le hall. Vous pourrez regarder et je pense qu'ils ont fait le nécessaire pour satisfaire l'appétit et la curiosité de vos yeux. Mais il y a également un cocktail qui est prévu à votre intention. Merci encore, mais je voudrais donner la parole très rapidement, en 2 minutes, à Monsieur le ministre des Affaires étrangères et de la coopération pour conclure cette rencontre et certainement vous donner rendez-vous pour la prochaine. Merci. Monsieur Aurélien Agbenonsi. Merci beaucoup, Madame la modératrice. C'est heureux d'utiliser aussi nos talents. On parlait tout à l'heure de compétences nationales. Voilà une compétence nationale qui a, je crois, mené de main de maître ce briefing du corps diplomatique. Et je voudrais vous demander de l'applaudir. C'est une journaliste de l'ORTB, de notre télévision nationale. Merci beaucoup. Je voudrais très rapidement, puisque nous allons passer tout à l'heure au vernissage, au cocktail et au vernissage, dire que le ministère des Affaires étrangères ne fait pas seulement la promotion, mais le ministère des Affaires étrangères profite aussi de la célébrité de nos artistes. Il faut équilibrer les choses. Vous savez, ce que Charlie D'Almeida peut faire en 2 pinceaux et impressionner le monde, peut-être que le ministre des Affaires étrangères a besoin de 100 journalistes pour leur expliquer, avec la franchise, pour ce qu'il est en train de faire. Donc nous essayons aussi de dire que nos artistes sont aussi des diplomates. Ce sont des personnes qui sont là aussi pour le rayonnement. Notre travail, c'est le rayonnement de la République. Et il faut utiliser tout ce que notre pays produit. Je suis le ministre des Affaires étrangères du pays d'Angélique Kidjo. Je suis le ministre des Affaires étrangères du pays de Jimon Oussou. Je suis le ministre des Affaires étrangères du pays de Charlie D'Almeida et aussi d'autres grands artistes. Donc j'essaie aussi de profiter de leur aura pour vendre notre pays. C'est une action nationale. Je voudrais, au terme de cet échange, remercier d'abord ceux pour qui ceci a été organisé, à savoir les ambassadeurs, les consuls généraux et les consuls honoraires. Je voudrais vous dire que c'est un plaisir pour moi de vous accueillir ici, dans votre maison, dans cette maison, où depuis bientôt plus d'1 an, nous nous retrouvons pour que je puisse vous informer, que je puisse partager avec vous ce que mon pays essaie de faire, ce que mon pays essaie de présenter. Je voudrais remercier très sincèrement Monsieur le ministre d'État, le ministre Aboulaye Biotchane, qui a pris de son temps. Je connais un peu son agenda et la voir ici très calme, participer à cet échange, je pense que ce n'est pas un exercice facile.
Une personne non moins occupée, et pour ceux qui la fréquentent, ils le savent, c'est le conseiller spécial Johannes Dayon, qui est très très pris, mais j'ai négocié, discuté avec lui et souhaité l'accueillir dans cette tribune pour qu'il puisse dire aussi ce que le BAI fait. Je voulais les remercier très très sincèrement pour leur dire que ce travail que nous faisons ensemble pour pouvoir redresser notre pays, pour pouvoir montrer le cap et avancer dans la bonne direction, c'est toujours avec plaisir que je me retrouve dans cette salle avec d'éminents collègues et d'éminents compatriotes pour vous entretenir. Je voudrais terminer en remerciant très sincèrement les cadres du ministère, ceux qui accompagnent l'action de redressement de notre diplomatie, mais l'action de redressement du pays. C'est nous qui sommes la vitrine, c'est nous qui disons ce que l'étranger doit savoir de nous. Et je sais que depuis plus d'un an, les choses se mettent en place. Elles ne sont pas faciles. C'est une sorte de révolution à la fois de la mentalité, de la posture, mais aussi de l'apparence que nous faisons. Et je pense que nous allons arriver. Je n'ai aucun doute. C'est pour cela que chaque fois que je rentre dans ce ministère, chaque matin, je suis fier d'avoir l'équipe qui est la mienne. Enfin, messieurs les ambassadeurs, mesdames, messieurs, je voudrais vous dire que ce pays se veut un pays tourné vers la modernité. Nous voulons être un État de droit, un État où il y a la séparation des pouvoirs. Il est possible qu'à certains moments, certaines décisions d'institutions qui ne sont pas le gouvernement puissent trouver certains angles. Mais il faut savoir... La démocratie, telle qu'on le veut, a un prix. Et ce prix-là, c'est parfois aussi des décisions d'institutions. Vous avez parlé tout à l'heure de la Cour constitutionnelle. Quelqu'un m'a parlé avant que je rentre dans la salle de certaines décisions des cours et tribunaux. Ici, il y a la séparation des pouvoirs. Et de la même manière qu'ailleurs, on respecte cette séparation, ici au Bénin aussi, nous tenons à la respecter et nous tenons à ce qu'elle soit respectée. Je suis persuadé que vous allez nous juger à l'aune des résultats. Merci beaucoup et nous allons aller vers là-bas.